Bienvenue dans Addition. Demba Diop meurt une seconde fois. Le 18 juillet dernier, un pan du mur du stade éponyme s'effondre. 8 morts enregistrés. La finale de la Coupe de la Ligue entre US Ouakam et Stade de Mbour vire au drame. Addition revient sur le drame de Demba Diop. L'ambiance était pesante. Elle rappelle celle des mauvais jours, celle de deuil. Chez Oulimata Fall, l'une des victimes du drame de Demba Diop, où sont regroupés proches et voisins. C'est l'émoi, la tristesse et la désolation. Le décès de Ouli nous touche au plus profond de nous, mais nous rendons grâce à Dieu et prions pour le repos de son âme. Partie sur la pointe des pieds, cette jeune supportrice du stade de Mbour laisse derrière elle un enfant. Oulimata, passionnée de sport, n'était pas allée seule ce jour-là au stade. Elle était accompagnée de sa belle-sœur et de ses neveux qui s'en ont sortis avec des blessures. Elle était accompagnée de mon épouse et de mes enfants qui, eux, s'en ont sortis avec quelques blessures. Lui aussi n'a pas survécu, sa mère reste inconsolable, son père tente de tenir le coup. Khalifa Mbaye ne connaîtra jamais les résultats de l'examen du BFM qu'il a passé quelques jours plus tôt. La grande faucheuse l'a fauché dans la fleur de l'âge. Il est revenu de l'école avec ses camarades pour me demander la permission d'aller au stade. Sans arrière-pensée, je lui ai dit oui. C'est après que ses amis m'ont appelé pour me dire qu'ils ne l'ont pas vu et que peut-être il faisait partie des victimes. Hélas, c'est le cas. xaritam yooyu ba 2 heures du matin ñoo nekk ñun ma daal ñoom ni ñu gisee woon Khalifa ci digg centre bi daal la waroon a nekk quoi bi événement yi amee. C'est dur, mais on laisse tout entre les mains de Dieu. Mais Khalifa a été un garçon exemplaire et pieux qui adorait ses parents. Des voix fusent de partout et pointent un doigt accusateur sur les supporters wakamois. D'autres indexent la responsabilité des patrons du football sénégalais. Des voix discordantes sur fond de polémique, loin de connaître son épilogue au vu des derniers événements notés dans ce dossier. Nous sommes au stade Demba Diop dans un après-midi de finale. Jusqu'à la 100e minute de jeu, rien n'est prédisé. Le drame qui allait survenir. Sur cette récupération de balle en sous-sol, ça part toujours de très loin. Il faut toujours trouver l'action individuelle qui va faire face à Akama. Le centre presque parfait. Adima qui a battu sur l'action de en sous-sol. Un but à 0 pour Ouakam. Calme plat du côté de Mbour. Défense du capitaine Sidinger. Ballon récupéré par Ouakam. Attention, Alpha Ba qui se fait souffler ce ballon. C'est Diop qui s'en va. Pendant que Bassirou Boga, il y a Guidabi pour le décalage. Il y a Bassirou Boga. Égalisation, énervement chez US Ouakam. C'est quelqu'un qui rentre à l'intérieur avec ses dires. Prolongation, deuxième but du stade de Mbour. C'est la panique, la pagaille et l'irréparable. Marqué par le défenseur central Mamadou Mansour. Arrêt sur image, elle est indescriptible. C'est le sauve qui peut, une masse compacte et apeurée trouve refuge dans un coin des gradins. Un pan du mur cède sous le poids des supporters mbourois. Alors, que s'est-il réellement produit? Nous ne sommes pas des assassins. C'est le pan du mur qui s'est affaissé. Et là, c'est la faute de la police qui n'était pas en grand nombre et ont jeté des lacrymogènes. Il a mal intervenu. On n'est pas responsable. Tout est de la faute des supporters de l'USO. Il n'y a pas eu de bagarre. Ils nous ont trouvés sur les gradins en nous jetant des pierres. C'est nous les victimes et on doit nous demander pardon. Contradiction, opposition, le match se joue toujours. À qui la faute? La faute, le gouvernement et les Wakamois. Les Wakamois, vraiment, moi je suis désolé pour les Wakamois. C'est pas bon. Partout dans le monde, on parle de ça. Témoin des faits, ce jeune reporter sportif du quotidien Le Témoin nous édifie. Lamine Mandiang Djedjou
revient sur le film des événements. Je ne pouvais pas rester dans cette atmosphère de deuil parce que je n'ai pas cette habitude de voir des morts. Les morts si j'ai vu une depuis, c'était, je crois, 2 fois à la morgue. Mais jamais aussitôt on me dit que ces gens sont morts. Il y a quelques minutes, je les vois comme ça, fraîchement étendus à même la pelouse synthétique du stade Demba Diop, recouvert d'un drapeau rouge et blanc. Ça fait froid aux yeux, franchement. On n'a plus goût à la vie et on se demande pourquoi. Ce qu'il a vécu le laisse sans voix. C'était tellement poignant qu'il hésite même à replonger de nouveau dans ses souvenirs. Pour lui, la responsabilité est partagée. Les responsabilités sont partagées, mais j'accuse tout d'abord les supporters wakamois parce que s'ils n'avaient pas chargé ceux de Mbour, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Je dirais aussi que la police a fauté parce que devait déployer un service d'ordre suffisant parce qu'on nous a dit que la Ligue a dit qu'ils avaient demandé près de 150 policiers, mais ce que j'ai vu au stade n'était pas près d'une 50aine. Je dirais aussi à la Ligue parce que tout le monde a vu qu'il y avait plus de supporters que le nombre normal que le stade pouvait contenir. L'infrastructure aussi est pointée du doigt parce que tout le monde sait que le stade Demba Diop a été construit en 1963. Pas entièrement en tout cas pour le rédacteur en chef du quotidien Stade qui était sur les lieux au moment du drame. La vétusté du stade n'est pas très mise en cause. Je crois que on essaye de part et d'autre. Par exemple, hier, le staff, disons, de l'US Ouakam a tenu une conférence de presse pour dire que ils assument leurs responsabilités, mais il y a d'autres qui doivent assumer également leur part de responsabilité. Ils ont parlé des forces de l'ordre qui n'ont pas été en nombre suffisant, des organisateurs, de la vétusté du stade, etc. etc. Police, West Ouakam, Mbour, qui s'y met pour Mamadou Koumé, la vétusté du stade a contribué à amplifier le drame. Moi, ça fait plus de 10 ans que je ne mets plus les pieds dans ce stade parce que j'estime que les conditions de sécurité ne sont réunies ni pour la presse, ni pour le public, ni pour les joueurs. Moi, j'ai connu ce stade très jeune, c'était un très beau stade, très fonctionnel et tout ça. Mais depuis une dizaine d'années, ce stade n'est pas fonctionnel. Les responsabilités doivent être situées. Le chef de l'État donne un ultimatum. Il y aura forcément une enquête criminelle. Le procureur est déjà à l'œuvre. Il y aura aussi une enquête administrative sur la sécurité et sur le plan technique. Tout ceci dans un délai de 2 mois. Et là, les responsabilités seront situées. Le procureur exécute, le travail est entamé. Nous avons aussitôt décidé de l'ouverture d'une enquête qui a été confiée conjointement au commissaire de la police de Dieuppeul, ici présent, et au commissaire chef de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, ici présent aussi. En compagnie des enquêteurs, je me suis rendu sur les lieux. Nous avons pu constater l'ampleur des dégâts. Les traces de sang et autres débris trouvés sur place renseignent sur l'atrocité des actes commis. Pour la tutelle, la lumière sera faite dans cette affaire. Mais en attendant, la Ligue Pro va mal. Les annonceurs n'aiment pas associer leur image à des événements pareils. Donc ce n'est pas seulement la Ligue Pro d'ailleurs. Les 2 équipes étaient sponsorisées. Attaque du côté de Mbour et Wari, du côté de l'US Ouakam. Je crains que ces annonceurs y réfléchissent à 2 fois avant d'associer leur image à des scènes pareilles. Il faut alors redorer le blason du football sénégalais et ceci passe forcément par la sensibilisation, le fair play. Je crois qu'après, il faut vraiment travailler dans la sensibilisation
et éviter que ce ne soit qu'un épiphénomène, comme ça arrive très souvent au Sénégal. Quand il y a un malheur, les gens s'apitoient, tout le monde crie, tout le monde s'indigne. Mais après, quelques jours après, tout le monde est oublieux. On passe à autre chose et on recommence jusqu'à avoir un nouveau drame. Cette fois-ci, vraiment, surtout dans le milieu du sport, ça doit nous servir de leçon. Je crois qu'il ne faut pas non plus stigmatiser. Ce sont les Wakamois, des supporters de Wakam. Ce n'est certainement pas tout le monde. C'est sûr qu'à Wakam, il y a des gens qui sont meurtris par ce qui s'est passé. Pointé du doigt, Wes Wakam présente ses excuses. Le mal est déjà fait. La sanction est tombée. Les Wakamois restent stupéfaits face à cette situation. Alors il faut que tout le monde assume. Nous assumons à 100% les manquements à notre niveau qui ont conduit à cette situation que vraiment tout le monde déplore. En attendant que cette affaire soit tirée au clair, Mbour pleure ses morts, 8 morts dont la disparition tragique sonne comme une balafre sur le visage du football sénégalais. Une vilaine entaille qui risque de ne pas se cicatriser de sitôt. Pour parler du drame de Demba Diop, nous sommes avec Bakary Cissé, journaliste sportif. Bakary, bonjour. Bonjour. Bakary, au vu des événements de Demba Diop, quelle analyse est-ce que vous en faites? Bon, je pense que on l'a déjà dit, ça sera peut-être une répétition. Ça a été dramatique parce que le Sénégal ne s'attendait pas à un tel drame. Surtout qu'il a lieu dans un temple de bonheur qui est le stade de Demba Diop, un temple historique de notre football. Malheureusement, moi j'ai toujours dit que c'est la résultante de ce qui se passe dans notre société. Le Sénégalais est devenu naturellement violent et c'est devenu aussi un problème sociétal. Donc, contre toute attente, les gens s'étaient déplacés au stade pour vivre une ambiance festive d'une finale qui n'est pas donnée tout le temps à des équipes. Si on prend l'exemple du stade de Mbour qui est resté pendant des années et des années sans jouer cette compétition, idem pour l'ISO. Malheureusement, à la place du spectacle, on a fait face à une violence inouïe. Et cette violence, tout le monde a vu ce qu'il en a découlé. Et malheureusement, je dis encore bien que le football sénégalais ne peut pas sortir de l'ornière si on continue à tomber encore sur de pareilles circonstances. D'accord, on l'a vu dans le document présenté, des professionnels se sont prononcés. À qui la faute? La responsabilité incombe à qui? À Uzo, à Mbour, à la police ou bien au patron du football sénégalais? Moi, je l'ai toujours dit et j'en assume l'entière responsabilité. Je pense que les premiers responsables de ce drame n'est autre que les supporters de l'USO. Parce que naturellement, ce n'est pas la première fois. Je ne veux pas dire que c'est un public belliqueux, le public du stade de l'Union sportive de Wakam, mais c'est un public qui est récidiviste dans la violence. Depuis 3 saisons, ce public est tristement cité dans des histoires similaires. Et encore une fois, le football sénégalais ne mérite pas ça. Derrière le public, derrière les supporters de l'USO, il y a la responsabilité de la Ligue Pro. C'est elle qui est organisatrice de l'événement. C'est elle qui doit gérer en amont, pendant et en aval la rencontre. Donc, comprenez ici les mesures sécuritaires. Maintenant, où est-ce qu'elle a failli? On ne saurait le dire, d'autant plus que l'enquête continue est en train de... Les auditions continuent, j'allais dire. Mais derrière aussi, il y a la responsabilité de la police. C'est vrai que ce jour-là, on nous aurait dit qu'il y avait 150 éléments supposés à la sécurité. Mais à l'intérieur du stade, on n'a pas ce sentiment-là. Et sur les images, on ne pouvait pas compter plus de 11 éléments supposés à la sécurité dans les gradins. Et je l'ai dit et redit, les images trahissent même les policiers.
Moi, j'ai l'impression que nos policiers ne sont pas contents d'exercer leur métier parce que pour un rien, ils dégainent, pour un rien, ils déclenchent lacrymogène. Et je pense bien qu'ils doivent revoir leur façon de faire, d'autant plus que, unanimement, tout le monde dit que la police sénégalaise est très professionnelle dans le maintien de l'ordre dans l'espace public. D'accord. Maintenant, quel avenir pour la Ligue Pro sénégalaise? L'avenir de la Ligue Pro n'est pas menacé. La Ligue Pro reste ce qu'elle est. Et c'est le démembrement, c'est à elle que revient la lourde charge d'organiser les compétitions nationales, c'est-à-dire le championnat, que ce soit la Ligue 1 et la Ligue 2. Et jusqu'ici, on ne peut pas remettre en cause l'avenir de cette ligue-là, d'autant plus qu'effectivement, elle permet aux jeunes Sénégalais d'avoir des emplois. Et maintenant, moi, je pense qu'il faut aller au-delà de la Ligue et poser autre question. Mais l'avenir de la Ligue, moi, je ne pense pas que son avenir soit compromis dans cette affaire-là. D'accord. Uzo a été sévèrement sanctionné. Il y a eu des arrestations, 10 au total pour le moment. Pour vous, la sanction est-elle trop sévère? Bon, avant de la sanction, moi personnellement, je l'ai écrit dans mon journal juste 3 jours après pour faire un peu la genèse de ce problème et donner cette information comme quoi, après l'audition, les enquêteurs ont pu identifier et localiser, on va dire, les fauteurs de troubles à travers les images qu'ils ont eues. Aujourd'hui que la sanction commence à tomber, d'abord, cette sanction à titre conservatoire de la fédération, du comité exécutif de la fédération qui a annoncé les couleurs. Ça n'est suivi la suspension pour 7 ans et une amende de 10 millions avec relégation de l'USO en division régionale. Maintenant, c'est selon la position des uns et des autres. Si oui, la sanction est sévère, je ne sais pas. Bon, mais tout le monde, il faut reconnaître que tout le monde a salué cette sanction, à l'exception de l'USO, et ça se comprend. Maintenant, est-ce que c'est que l'USO, les dirigeants de l'USO ou bien les dignitaires de Ouakam, ce qu'ils disent n'est pas une réalité? Je ne sais pas. Je pense que, mais si on s'en tient à ce qui se passe, à ce qui s'est passé et aux événements antérieurs qui se sont déroulés, ces événements pour lesquels ces événements causés par les supporters de l'USO, je pense que la sanction est amplement méritée. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut tirer de cet événement? Bon, il faut tirer tous les enseignements. Le Sénégalais, c'est pas pour rien qu'on dit que le Sénégal est un pays de teranga. On peut se déplacer d'une région à une autre sans être inquiété. Mais depuis quelque temps, je l'ai dit, le comportement belliqueux de certains supporters ont commencé à prendre des proportions inquiétantes. Et je pense que cette sanction de l'USO est un avertissement pour tous les fauteurs de troubles qui se seraient signalés dans l'avenir, qui se signaleront dans l'avenir, je veux dire. Et moi, je pense que les enseignements qu'il faut tirer, c'est qu'on comprenne que le football est avant tout une fête. Quand on se déplace en famille, on peut se déplacer aujourd'hui en famille pour aller supporter son équipe sans être inquiété. Malheureusement, tel n'est pas le cas aujourd'hui au Sénégal. D'accord. Et de 3, Augustin Senghor qui a été réélu, mais il passe au second tour. Maintenant, quelle analyse est-ce que vous en faites? Bon, je pense que pour le cas de la Fédération sénégalaise de football, il faut dire qu'il y avait 376 électeurs qui étaient attendus aux urnes. Et le cumul des 376 électeurs fait, je dis bien le cumul fait 416 voix. Et au premier tour, nous avons vu qu'il y a 3 bulletins nuls sur les 416 voix. Donc, il y avait 413 suffrages valablement exprimés. Sur ces 416 suffrages, pour passer, il fallait le 2/3 des voix. Et les 2/3 des 413 font 255. Et à l'arrivée, Augustin Senghor a terminé avec 234 voix, suivi de Mbaye Diouf Dia 134 voix et de Louis Lamotte 75 voix. Donc si on jette un peu on regarde un peu les chiffres, on sent nettement que Augustin Senghor n'est pas très loin des 2/3, d'autant plus qu'il lui restait que 41 voix. Aujourd'hui qu'il est passé avec, comme vous le dites, au deuxième tour, cela doit lui faire comprendre que le football sénégalais aujourd'hui a besoin d'être géré
et de façon participative. Il doit avoir une gestion participative et inclusive du football sénégalais. Que oui, il va essayer de gérer avec les 179 voix qui ne lui sont pas favorables, parce que le peuple du football qui s'exprime, et dans ce peuple du football, il y a 179 personnes qui ne sont pas d'accord avec votre politique, même si on ne vous demande pas d'apporter de la rupture, mais quand même que vous continuez à faire, n'est-ce pas, ce grand bond en avant que le football sénégalais attend depuis toujours. D'accord. Devait-il se représenter vu qu'on ne note pas une grande avancée dans le football professionnel sénégalais? Voilà. Maintenant, s'il devait se présenter ou pas, je pense que pour les élections, la présentation, se présenter ou pas, relève, n'est-ce pas, d'une responsabilité individuelle et personnelle. Et si personnellement, il pense que depuis 2009 qu'il est à la tête de cette fédération, il est en train de travailler et il voudrait parachever ce travail. Mais vous, en tant que professionnel, journaliste sportif, oui, est-ce qu'il a bien travaillé durant toutes ces années? Bon, vous savez, moi je ne suis pas là pour apporter des jugements dans ce que Maître Augustin Senghor a fait ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, depuis qu'il est là, je l'ai dit et je le répète, le football sénégalais était tombé très bas, que pour le ramasser, il fallait prendre une cuillère. Et il a accepté de prendre cette cuillère-là pour ramasser le football sénégalais, parce que nous sommes tous témoins de l'histoire, comme vous le dites. De 2002 à 2004, on a assisté à l'avènement d'une génération spontanée de footballeurs, notamment El Hadj Diouf, Fadiga. La génération 2002. Mais après 2004, le football sénégalais a connu le déclin sans faille, un déclin. Maintenant, de 2008, vous avez compris, de 2006 à 2015, le Sénégal n'a pu franchir le cap du premier tour. Et en 2017, tout le monde a vu que le Sénégal n'était pas loin du but. Donc tout cela ne doit pas être vain. Il a fait un travail qui est là. On peut prendre la petite catégorie. Le Sénégal ne s'était auparavant jamais qualifié à une phase finale de Coupe du Monde. Et sous le magistère de Maître Senghor, le Sénégal s'est qualifié à deux phases finales de Coupe du Monde successives. Et aussi, nous avons vu les U23 qui ont joué 2 Coupes d'Afrique des Nations. Des U23 aussi, si je ne m'abuse, qui ont pris un trophée, une médaille d'or lors des Jeux africains. Donc il y a beaucoup d'avancées et puis la fédération met dans son compte le centre technique Toubab Dialaw avec l'hôtel fédéral qui est en gestation. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de travail, mais comme je vous l'ai dit, pour qu'il puisse continuer à bien gérer, à bien manager le football sénégalais, il va falloir qu'il apporte, n'est-ce pas, une touche nouvelle, même si il prône pour la continuité. D'accord. L'ANPS a un nouveau bureau, des perspectives, lesquelles? Bon, ça aussi, c'est une question un peu délicate. Nous savons bien que pour remplacer le président Koumé, on ne peut pas le remplacer de toutes les façons, le président Koumé, tout ce qu'il représente dans l'espace sportif sénégalais. Mais je pense qu'il était temps que la jeune génération vienne, et c'est ce que Koumé même a voulu, essayer de mettre en place une bonne équipe qui va booster, n'est-ce pas, le travail de l'ANPS qui a été fait jusqu'ici. Et je pense qu'aujourd'hui, le nouveau bureau est là. Abdoulaye Cham, le président qui l'incarne, est bien armé. Il est entouré par des hommes valeureux qui connaissent bien le football, qui savent aussi où se trouve le problème fondamental de la presse sportive sénégalaise. Donc nous allons mettre l'accent surtout sur la formation des plus jeunes, la formation de tout le monde, parce qu'on voit parfois, même dans les comptes rendus de papier de match, on voit à la place du factuel, le journaliste parfois essaie de commenter. Or, je pense que son rôle, ce n'est pas de commenter dans un compte rendu, dans les papiers, dans les écrits, c'est de rapporter les faits. Donc, parfois, il arrive que les gens prennent position sur tel ou tel papier de compte rendu, et donc je pense qu'aujourd'hui on va essayer de faire des mises à niveau, on va essayer de faire des recyclages, on va essayer de faire des formations. Même sur le plan international, on n'exclut pas de nouer des partenariats avec des écoles de formation à l'extérieur. C'est moi qui m'occupe du volet formation de l'ANPS, et donc on est très avancé dans ce domaine. Bonne chance à vous et merci Bakary Cissé. Merci.
Encore un autre drame, mais celui-ci est à Sangalkam. Il s'agit de la mort de quintuplés. Quelques heures après leur naissance, la famille accuse le district sanitaire de négligence, une thèse battue en brèche par le médecin-chef de la structure sanitaire de Rufisque. D'un autre côté, on parle de récupération politique de la part du maire de la localité qui tenterait de nuire au ministre Omar Gueye. Qu'en est-il de cet imbroglio? Mansour Sow revient sur cette affaire au relent politico-médical. Très calme, le poste de santé de Sangalkam s'est réveillé dans cette ambiance au grand dam des patients. Pour cause, une femme aurait perdu ses quintuples à cause d'une panne d'ambulance. Information qui a fait les choux gras de la presse en ligne, mais battue en brèche par le médecin-chef du district sanitaire de Rufisque. Le décès de ces bébés n'est aucunement dû à une panne d'ambulance. Juste dire que l'ambulance de Sangalkam est là, c'est une ambulance qui est fonctionnelle. Tout juste c'est qu'il y a le vitre droit qui est cassé. Et ce vitre droit qui est cassé n'empêche pas à l'ambulance de fonctionner. Juste dire que pourquoi l'ambulance n'a pas pu transporter les quintuplés, c'est parce que les quintuplés sont des prématurés. Et quand on transporte des prématurés, donc l'air, il ne doit pas prendre de coups de froid. Djibi Faye est le pater de ses quintuples. Selon lui, ses enfants se portaient comme un charme à leur naissance. Demi jusqu'à 3h, 4h. Hier jusqu'à 3h, 4h du matin, j'ai vu les bébés. Ils n'avaient rien. Cependant, c'est entre-temps qu'on fait part d'un problème d'ambulance. Jusqu'à 6h du matin, les 3 étaient déjà morts et le 5e est décédé à 17h. La tutelle balaie d'un revers de la main la thèse d'une panne d'ambulance. Pas donc de retard dans l'intervention. Techniquement, toutes les dispositions ont été prises. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ces quintuples avaient-ils des chances pour survivre? Les bébés sont décédés parce que ce sont des prématurés. Les bébés sont nés à 6 mois de grossesse. Ça même, on pouvait parler d'avortement tardif. Les bébés, quand ils étaient nés, ils avaient un poids très faible. Les 3 avaient chacun 700 grammes et les 2 autres avaient 800 grammes. Donc pour vous dire que ce sont des prématurés, de grands prématurés. À Sangalkam, les bruits courent. Cette histoire aurait des relents politiques. On pointe du doigt l'ancien lieutenant de l'actuel ministre de la Pêche et de l'économie maritime, par ailleurs maire de Sangalkam, aujourd'hui devenu son principal adversaire. Maire Ndiagne Diop, moi je suis très clair. Parce que quand je vois sur les photos le directeur de cabinet Ibou Gaye et le président de la commission de l'urbanisme de la commune de Bambilor, Pape Ndiaye, des gens qui sont mes amis que je connais, qui publient des photos sur des ambulances, c'est écrit même Bambilor, alors qu'ils disent que c'est l'ambulance de Sangalkam, c'est tout à fait... Je ne peux pas comprendre, c'est lamentable pour vous dire. Au moment où je sortais, j'ai vu qu'il était en train de photographier l'ambulance. Après, je les ai fait sortir. Au moment où le gars de Sangalkam était dans la salle des accouchés récentes. Et je l'ai trouvé devant la dame parler d'argent. Elle parlait tout juste d'une somme de 250 000. Je l'ai fait sortir et il s'est chamaillé avec mon gardien. Parce que qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a fait ses éloges d'abord pour lui dire que j'ai besoin de l'ICP sec. Pour faire entrer ces gars-là, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Sur les 30 postes de santé dont dispose le département de Rufisque, Sangalkam occupe la 5e position selon le docteur Mbaye Thiam. Ce qui voudrait dire, en d'autres termes, que le plateau médical est bien relevé. Il n'y a pas péril en la demeure. En attendant la suite des événements, la tension reste vive à Sangalkam. Parlons d'un autre drame, celui qui sévit tous les jours et qui enlève la dignité à ceux qui vivent. Il s'agit de la pauvreté. La pauvreté à Dakar monte dans bien des quartiers. Assurer les 3 repas quotidiens est devenu une lutte quotidienne permanente. C'est le cas à Grand Médine, quartier aux confins des Parcelles Assainies et de Grand Yoff. Les pères de famille se sont confiés à Fatoumata Touré.
La Banque mondiale révèle qu'au Sénégal, environ 46,7% de la population vivent dans des conditions très précaires. Une affirmation qui se vérifie à Grand Médine, situé dans la banlieue dakaroise, où beaucoup d'habitants vivent dans une extrême pauvreté. Affirmation du chef de quartier. Nous vivons dans la précarité. Il y a des gens que le matin, s'ils ont le petit déjeuner, l'après-midi, ils ne mangent pas. Le soir, s'ils mangent, le lendemain, ils n'auront pas de quoi acheter du pain. Donc moi, je souhaiterais à ce que l'État fasse un effort. Ils sont en train de faire un effort, ils redoublent encore cet effort et de remettre ça à la population sénégalaise. Des propos soutenus par le délégué de quartier de Grand Médine Bokudjom, qui déclare que la carte d'égalité des chances offerte par l'État constitue un réel problème au sein de la communauté. te xëyuloo gontuloo foo koy jële fan nga koy jële lii nga xam ne moom la ñuy won comme bourse familiale bi coono bi nga xam ne moom la ñu ci daj kenn mënu ko wax lu ne la ñuy yekk nag parce que boo defalee kenn ñett sës si moom kenn ku ne man lu tax defal loo te fekk na yow benn rek nga am benn bi nag boo ko naree séddale juróom xam nga ko boobu coono dikk na. Des familles n'arrivent même pas à assurer les 3 repas quotidiens, nous confie cette bajenu Gor. On a ici des familles vulnérables qui sont plus de 250 familles qui sont ici. La pauvreté est beaucoup plus que les autres quartiers. Ici à Grand Médine, nous sommes 10 bajenu Gor. Nous faisons des VAD et des causeries pour anticiper les familles vulnérables, pour travailler avec eux. Il y a des autres qui ne mangent pas le matin, le midi et le soir. Les autres midi et soir et les autres le soir. Ces femmes déclarent qu'elles peinent à remplir une marmite pour nourrir leurs enfants. kër gu toll nii nga yor ko di sol 4 kilo liibar te yoroo kuy liggéey ba di la jox dépasse man damay sagg ay liir ci lay génne sama dépasse woon na ñi ñëpp moom lay liggéey waaye su ma amee lu ma dépasse su ma amul ma toog. ba tey maa ngi tës di yor njaboot samay sët samay doom samay sët sëtaat yëpp maa ngi yor waaw di yor. daan sama doole daal mu kocc daal pour sama doom yi daal moom ma tëral leen daal moom waaw pour ëllëg daal aw ma ku ma jàppale lu rëy maa ko rey lu ñu lekk man maa ko ñafe aw ma lu ma jàpp waaw lu ñu lekk daal moom man la ba ci man mii waaw su ma ñëwlee du ñu lekk. Grand Médine, un quartier très pauvre avec des taudis et des maisons en zinc. La population lutte quotidiennement contre la misère cruelle et tenace. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle demande à l'État de les soutenir. Selon eux, la carte d'égalité des chances ne règle point leurs problèmes. Mais ils soutiennent que tant qu'il y a vie, l'espoir est permis pour une amélioration de leurs conditions de vie. C'était tout pour ce numéro d'addition. Rendez-vous le mois prochain sur la magie de la télé.